Bonjour les héros! Alors aujourd'hui, je reçois un docteur pas comme les autres, qui a un parcours assez exceptionnel. Elle s'appelle docteur Isabelle Titi. C'est parti les héros pour une interview comme ça. Le docteur Titi est très intimidé par cette interview, mais voilà, on l'est toutes les deux. Bonjour donc Isabelle. Bonjour Karima. Comment tu vas? Ben ça va, merci beaucoup pour l'invitation, puis merci, bravo pour tout ce que tu fais. C'est extraordinaire ton parcours. Alors ouais, bah le tien encore plus, je trouve. Donc différent. Est-ce que quand tu étais enfant, tu avais déjà envie d'être médecin? Déjà médecin à la base, parce que bon, pédiatre, c'est arrivé peut-être après. Oui. Donc c'était déjà ton envie ou tu avais d'autres envies quand tu étais petite? C'est quand j'étais adolescente que j'ai eu l'envie. J'ai pensé notamment aux médecins généralistes qui venaient à la maison quand j'étais malade. Je me rappelle la fois où j'ai eu la rougeole, les oreillons, des maladies qu'il n'y a plus maintenant grâce aux vaccinations. Et j'étais assez impressionnée par cette femme qui était aussi mère de famille, dont un enfant en situation de handicap d'ailleurs. Et voilà, un petit peu par rapport à son image, ça m'était venu à mon adolescence. Mais après, en terminale, j'ai hésité parce que j'aimais beaucoup aussi la littérature, la philo, etc. Je m'étais même inscrite à Hippocagne, j'avais été prise et donc du coup je savais plus si je voulais faire Hippocagne ou la fac de médecine, et puis finalement j'avais trop envie d'aider les autres, d'avoir vraiment une profession ouverte sur le tout care au sens large du terme, et donc c'est pour ça que je me suis lancée dans des études de médecine. Donc c'est vraiment quand tu as commencé à être adolescente, ouais. En fait. Mais quand tu étais enfant, tu étais plus dans... Non, plus jeune, non, pas trop. Alors après, pourquoi tu as choisi finalement la pédiatrie? En fait, au départ, j'ai grandi dans une famille chrétienne, et donc j'avais envie de faire la médecine humanitaire. J'étais assez intéressée par tout ce qui se passait en Afrique, etc. Et donc pendant ma troisième année d'études de médecine à Strasbourg, parce que je suis alsacienne, j'ai fait un stage au Burkina Faso, dans un petit hôpital de Brousse, où le médecin généraliste était le seul médecin d'une province de 120 000 habitants, et faisait toutes les spécialités à la fois. Où j'ai vu des enfants mourir de rougeole et d'autres maladies qui normalement se soignent. Enfin, j'ai vu beaucoup de situations très difficiles, en même temps de gens qui avaient le sourire malgré la misère et tout. Enfin bref, c'était assez bouleversant. Et donc c'est là que j'ai choisi de faire de la pédiatrie. Au début, je voulais faire de la pédiatrie pour aller travailler en Afrique, mais finalement, j'ai préféré rester à Gennevilliers, où je suis arrivée entre-temps. Parce que t'es pas de Gennevilliers à la base? Non, je suis née à Mulhouse. Mes parents sont enterrés à Saint-Louis, et puis j'ai fait mes études de médecine à Strasbourg. Et quand j'ai eu le concours de l'internat où j'ai donc choisi la pédiatrie, j'avais le choix parce que j'étais bien classée. J'avais envie de partir un peu de mes propres ailes, et je me disais que Paris c'était un tremplin vers l'Afrique. Je voyais ça comme ça. Finalement, t'es restée. Voilà, j'ai atterri à Gennevilliers par hasard. J'étais jeune maman, j'habitais à Olute comme ça, et finalement cette ville m'a paru sympathique, et je me suis dit j'ai envie de vivre et travailler à Gennevilliers. C'est marrant parce qu'à Olute, moi je suis pratiquement née au Olute puisque je suis arrivée, j'avais 2 ans. Et je t'ai jamais rencontré au lutte en fait. Peut-être qu'on s'est vu, mais bon, on se connaissait pas, donc. Moi, je me souviens que quand mes enfants étaient pré-ados, j'avais failli les inscrire. Je crois que je faisais déjà des ateliers, tout ça. Je ne sais pas à quel moment tu as commencé à faire tout ton travail artistique. Donc, j'avais commencé moi un petit peu à suivre ce que tu faisais. Ouais. D'accord. Parce que moi, en fait, je t'ai rencontré grâce à Éveil Essence, l'association dont tu fais partie. Et d'ailleurs, on en reparlera parce que c'est intéressant de faire un petit peu de la lumière sur cette association qui est quand même extraordinaire. Et donc, on reviendra dessus vers la fin, d'accord? D'accord. Alors, il y a un truc qui est nébuleux pour la plupart des gens par rapport à la médecine. Combien d'années pour être médecin, on va dire généraliste, enfin, et combien d'années supplémentaires pour être spécialiste comme toi en pédiatrie? En gros, c'est 8 ans pour être médecin généraliste et 10 à 11 ans pour être médecin
spécialistes. Encore que maintenant, les médecins généralistes ont dit qu'ils sont spécialistes aussi, ils sont spécialistes de médecine générale. D'accord. Voilà. Mais ça a été rallongé. Par exemple, la pédiatrie, avant, c'était 10 ans, maintenant c'est 11. Et ils sont en train de se dire que peut-être il faudrait peut-être rediminuer parce que on a besoin de médecins. Si les études sont trop longues, ça n'arrange pas. Qu'est-ce que tu penses de l'humérus clausus qu'ils avaient mis en place dans les années 80? C'est terrible, ça. Bah oui, c'est terrible. C'est bien sûr. Il y a eu plein de jeunes qui étaient très enthousiastes, qui avaient vraiment envie de devenir médecins, qui avaient les capacités et qui ont été recalés au concours bêtement, alors qu'on manque de médecins partout, c'est catastrophique. Hein. Et pourquoi ils ont fait ça, en fait? Ah, je sais pas. Les bruits courent que c'était pour éviter la concurrence. Je sais pas si c'est vrai. Ils s'imaginaient aussi que s'il y a moins de médecins, il y aurait moins de frais à rembourser, que ça ferait des économies, alors que c'est des économies de bout de chandelle et que c'est l'inverse. C'est les difficultés d'accès aux soins qui entraînent le surhandicap, la surmaladie et finalement des coûts ingérables. Mais surtout qu'à l'époque, ils devaient se douter que la population française allait augmenter et qu'en plus elle allait vieillir puisque le baby boom, tout ça, fait que comment ça se fait qu'il n'y a pas un... Moi, je comprends pas qu'ils aient décidé ça en sachant qu'il y aurait quand même une augmentation de la population et surtout des personnes âgées, de toute façon, qui ont beaucoup plus besoin de médecins. Non, moi, je comprends pas non plus. Ouais, c'est vraiment... tout au long de la carrière, de toute façon, tu dois refaire des formations, j'imagine, tout ça. Donc, c'est pas... tout n'est pas acquis au départ. Enfin, tu apprends aussi sur le terrain. Bien sûr, énormément. Ben déjà, moi, j'ai beaucoup travaillé à l'hôpital. Donc là, quand on est chef de clinique, on est aussi enseignant pour les internes. Et en même temps, du coup, on approfondit un petit peu les thématiques, etc. Et donc, après, pendant toutes mes années de médecine libérale, on est obligé, de toute façon, de faire de la formation continue. Pour moi, ça a toujours été un plaisir. J'ai même choisi de reprendre le chemin de la faculté sur le tard, parce que j'ai fait deux DU, un DU pour pédiatre soutien à la parentalité avec Catherine Guéguen en 2019. Ça s'est fini avec la crise sanitaire. Et puis un DU diplômataire universitaire autisme et troubles du neurodéveloppement, là que j'ai validé en septembre 2024. Donc voilà, j'ai choisi de me former vraiment jusqu'au bout et j'aimerais bien continuer à me former, mais ça prend du temps et c'est souvent cher aussi. Ah ouais, j'imagine. D'ailleurs, moi, ce que j'avais remarqué chez toi, c'est que tu étais très portée sur l'autisme et que pendant le confinement, le premier confinement de 2020, tu avais tout fait pour que les enfants puissent sortir et avoir l'espace de Yuri Gagarin, exactement, qui est un centre scolaire en fait. Hein. Oui, c'était un centre de loisirs. Comment tu as eu l'idée de faire ça et comment ça s'est mis en place? Est-ce que tu as eu un oui tout de suite ou est-ce que ça a été compliqué? C'est très intéressant que tu me poses cette question-là. Ben, disons que c'était les mamans de mes patients qui m'ont contacté parce que effectivement, c'est l'histoire des règles sanitaires pour les enfants, c'était hyper compliqué particulièrement pour les enfants en situation de handicap. Donc, nous, les enfants autistes qui ont souvent aussi un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, ils ont besoin de beaucoup bouger, ils ont des comportements inadaptés. Et donc, le confinement pour un enfant autiste hyperactif, c'était pas possible. Et donc, en fait, les consignes sanitaires disaient que les enfants pouvaient sortir plus qu'1 heure par jour. Mais déjà, les parents avaient peur, ils n'osaient pas trop le faire, et en plus, ils savaient pas où aller puisque les parcs étaient fermés. Oui, c'est ça. Donc, surtout au premier confinement, tout était fermé. C'est ça, tout était fermé, donc se promener dans la rue comme ça, c'est pas très intéressant. Donc, c'est pour ça que c'est des parents qui m'avaient donné l'idée qu'il fallait qu'on essaye de laisser ouvert au moins certains espaces comme ça. C'était la maison de l'enfance Yuri Gagarin qui entre-temps a été détruite. Ouais, j'ai vu ça. Ça va devenir un nouveau collège. C'était un super espace. Ouais, c'était un super espace, mais bon, c'est aussi pour une bonne cause, un 4e collège à Gennevilliers. Puis ils ont reconstruit un autre centre de loisirs juste à côté qui paraît-il est très bien aussi. Et donc c'était un centre de loisirs pour enfants d'âge primaire avec un très grand parc. Et donc effectivement, on avait fait moi, j'ai l'habitude, j'ai toujours travaillé un petit peu en lien avec les élus pour impulser des besoins en tant que pédiatre. Voilà, je considère que je suis l'avocate des enfants, en fait. T'as bien raison.
Voilà. Ils en ont besoin. Et donc, j'ai interpellé le maire en mettant les mamans d'enfants autistes dans la boucle, celle qui m'avait proposé, etc. Et puis donc la personne chargée du handicap sur la ville. Et puis ils ont été à l'écoute et voilà, ça s'est fait. C'était qui chargé à l'époque? C'était Alors, disons que celui qui a l'aspect administratif, c'est Asdine Benkerouf, et puis oui, Christophe Bernier qui est toujours là. Ouais, l'équipe n'a pas changé. Par contre, les mamans en question, elles viennent de monter une association, tu devrais les inviter. Ça s'appelle l'association Maman au cœur bleu. Et tu peux les suivre sur Instagram et sur TikTok. Elles font un travail incroyable et elles ont plein de choses à dire et à faire. Moi, je suis OK pour interviewer. Formidable. Parce que bon, si c'est, enfin voilà quoi. Moi, tu sais, l'autisme, je connais pas vraiment. C'est vrai que c'est quelque chose j'ai envie d'apprendre en fait. J'ai envie de voir comment on peut aider tout ça. En parlant d'Asdine Benkerouf, on avait fait une interview d'Asdine. On parlait de ce que c'était un chargé à l'handicap justement. C'était intéressant de connaître c'est quoi ce métier. On parle pas de toute façon. Tout à fait, Et il y a des communes qui n'ont pas de chargé à l'handicap. Alors que normalement c'est obligatoire, c'est dans la loi. Je sais pas si elle était déjà sur la loi de 2005, mais loi de 2005 sur le handicap. Donc qui n'est pas forcément respectée, mais bon. Ça fait partie des chartes ville handicap qui sont signées par les villes. Je ne sais pas si ces chartes sont signées par toutes les villes, mais en tout cas, c'est signé depuis longtemps par la ville de Gennevilliers. Je crois que la charte ville handicap, c'est 2001, je crois. Je sais pas les dates en tête. Parce que j'étais dessus au départ. J'ai aidé à monter la charte. Oui, c'est ça, moi aussi. Puis après, je suis partie. J'avais trop de choses à faire avec l'association. Alors bon, la question que depuis peu à la retraite, je crois qu'elle est morte. Oui, je ne suis pas à la retraite. T'es pas encore à la retraite. Et donc là, tu as laissé ton cabinet et tu travailles vas-y, explique. En fait, voilà, j'avais pendant 27 ans un cabinet de pédiatrie générale à Gennevilliers, juste à 10 mètres de ton local, qui était passionnant. Et donc, parallèlement à ce cabinet de pédiatrie générale, j'ai jamais voulu faire que le cabinet. J'ai toujours voulu faire un petit quelque chose à côté. Donc, j'ai travaillé longtemps à l'hôpital, donc notamment donc avec les anciens, les prématurés, un service de néonatologie, de maternité. Et donc, on m'a envoyé beaucoup d'enfants en situation de handicap. Et donc, j'ai acquis une petite expertise dans ce domaine-là, en étant notamment pilote pour le suivi des enfants anciens prématurés. Et donc, j'ai eu de plus en plus d'enfants avec autisme. Et donc, quand il y a sur la ville un CESA d'autisme qui a vu le jour, on m'a proposé d'y travailler. Et donc, le cabinet, j'ai baissé petit à petit. Ce qui est difficile en libéral, c'est que d'une part, il y a toutes les problématiques de charges administratives que je ne supportais plus. D'autre part, qu'il faut à la fois soigner les urgences et faire la prévention. Et donc, en fait, on n'a pas le temps d'approfondir la prévention, qui était le sujet qui m'intéressait le plus, en fait. Et donc, j'ai choisi de faire ce que j'appelle une fin de carrière revisitée. Ça, je fais pas la retraite, mais j'ai plus voulu m'occuper de la pédiatrie générale. J'ai plus voulu avoir la charge administrative d'un cabinet libéral. Et donc, me concentrer plus sur le soutien à la parentalité, la prévention, le dépistage des troubles du neurodéveloppement et la prise en charge. Et donc, je suis à mi-temps dans le médico-social, toujours dans le champ de l'autisme, et puis à mi-temps, en fait, en PMI. Je fais des consultations de suivi de nourrissons. Alors, tu peux réexpliquer ce que c'est une PMI? Alors, ça veut dire protection maternelle et infantile. C'est des consultations qui ont lieu normalement dans toute la France, qui sont entièrement gratuites et qui ne font pas de créneaux d'urgence. C'est-à-dire, on ne soigne pas les enfants malades. Bon, si le jour où ils arrivent, ils sont malades, qui ont besoin d'un traitement, on le fait, mais la vocation, c'est pas ça, c'est vraiment d'assurer la prévention du suivi de l'enfant. Donc, c'est avant tout les vaccinations. Et donc ça c'est la plus grosse partie des montants, c'est ça en fait. Et donc en fait il y a des vaccins très régulièrement, en gros entre 2 mois et 16 mois. Et donc après, en même temps qu'on fait ces consultations de vaccination, on essaye de surveiller l'ensemble du développement de l'enfant. Et donc, la protection maternelle infantile s'intéresse aussi au soutien à la parentalité, donc propose un certain nombre d'activités, des accueils jeux, toujours maman-enfant, certains pour les plus petits, d'autres pour les plus grands, d'autres pour des enfants pour lesquels il a été repéré un petit peu une problématique en lien avec les CMP. Voilà, et puis donc alors, en fait CMP, c'est centre médico-psychologique, voilà, avec il y en a un à Jean Jaurès. Ouais. Alors non, Jean pour les Jaurès, c'est pour enfants, les adultes et voilà. pour les enfants, c'est à rue Danton. D'accord.
En fait, maintenant, c'est aussi jumelé avec ce qu'on appelle les pôles sociaux, où il y a à la fois la PMI, mais aussi l'ASE, en fait, la protection de l'enfance, et aussi les services sociaux, ce qu'on appelait avant les SDAS, tous les demandes d'aide financière, etc., auxquelles les personnes peuvent avoir droit. On est dans le même pôle social, avec enfin des étages différents, travaillant en partenariat quand il le faut, quoi. D'accord. Donc je m'intéresse au soutien à la parentalité, je m'intéresse aussi à la protection de l'enfance, et il y a beaucoup à faire. Oui, ça j'imagine que on n'est pas sorti de l'auberge parce qu'il y a quand même beaucoup de. Ouais. Je pense que tu dois voir tous les jours des choses qui doivent te révolter parfois, enfin peut-être pas tous les jours, mais. Alors après, c'est pas moi en tant que médecin qui suis plus spécialisée pour ça, mais donc je suis en lien avec les puéricultrices, les auxiliaires de puériculture, et les travailleurs sociaux qui sont spécialisés là-dedans. Et c'est ça qui est bien avec ce genre de structure, ouais. parce qu'en fait, il y a plein de personnes différentes qui travaillent sur le sujet de l'enfance, mais sur des zones différentes. Et chacun avec ses spécificités, en partenariat. Et tout est accessible. Et donc, c'est par exemple, dans le même pôle social où je suis, il y a les personnes qui traitent les informations préoccupantes et qui font des propositions d'aide éducative quand il y a besoin, des choses comme ça. Donc, en fait, il y a deux choses. Il y a la PMI et l'ASE, en fait. L'ASE, c'est ouais. L'aide sociale à l'enfance. L'aide sociale à l'enfance. Et ça, c'est pas du tout les mêmes lieux. Si, ben là, enfin, disons que sur le département du 92, maintenant, c'est au même lieu. D'accord. Par contre, à Gennevilliers, il y a aussi des PMI municipales. Ce qui est un peu la particularité. Un peu plus loin, oui, exactement. Il y a 2 PMI municipales, une autre au village, qui font aussi un gros boulot. Il y a Mina, oui, tout à fait, qui travaillait en tant que directrice. Et, bah, je crois que c'était grâce à elle que tu as connu. Oui, parce que c'était elle qui m'a emmenée à Éveil Essence. Exactement. Ouais, donc à Gennevilliers, il y a aussi les PMI municipales et puis les PMI départementales. La plupart des villes n'ont que des PMI départementales, et dans les PMI départementales sont intégrés les pôles sociaux où on travaille en partenariat avec l'aide sociale à l'enfance. D'accord. D'accord. Et les PMI comme celle de Chandon, ça c'est. Alors là, c'est que PMI, mais par contre, ils sont aussi en lien avec le département pour la protection de l'enfance, bien sûr. D'accord, ok. Alors, par rapport au fait que, bon, ça fait quand même au moins 30 ans que tu es dans la médecine, en pédiatrie, oui. Est-ce que tu vois une différence par rapport aux parents, leur façon d'éduquer les enfants? Est-ce que c'est la même chose qu'il y a 30 ans? Ou est-ce qu'il y a des problématiques? Bon, je vais parler des écrans, par exemple. Il y a d'autres problématiques qui se sont ajoutées au fil du temps. Est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui? Est-ce que les parents, est-ce qu'ils sont réceptifs? Enfin, je parle en généralité, hein, mais en général, la généralité devrait même pas exister parce que tout cas est différent, quoi. Donc, mais est-ce que tu sens que il y a plus de travail à faire aujourd'hui sur la prévention qu'il y a 30 ans, ou est-ce que c'est le contraire? Bah, je trouve qu'il y a plus de travail à faire parce que d'une part, les familles ont plus de problématiques sociales, hein. Donc, en PMI, par exemple, nous, on voit des populations particulièrement défavorisées, des familles qui sont au 115, qui sont sans papier, qui sont sans revenus, la seule façon de manger, c'est d'aller au Resto du Cœur, etc. C'est vraiment compliqué d'être parent dans de telles conditions. Ouais, donc clair. Après, bien sûr, il n'y a pas que ça, il y a aussi des familles qui ont une vie, on va dire, à peu près normale, mais bah, il y a tellement de problématiques sociétales que ça s'impacte, enfin les familles sont forcément impactées par tout ça. Mais j'aimerais revenir effectivement sur la problématique des écrans parce que ça, c'est vraiment quelque chose de très particulier. Avant de parler de l'écran des enfants, il faut parler de l'écran des parents, parce que donc nous-mêmes, effectivement, on a tous notre portable sous la main tout le temps. On passe notre temps à être happé par les informations à gérer, etc. Et donc, un enfant, lui, il a besoin qu'on s'occupe de lui. Il a besoin d'un parent disponible. Et donc, j'adore l'affiche de l'association Cause. Si tu veux, je te renverrai la photo. Oui, comme ça. Qui dit votre enfant est dans vos bras, il n'est pas sur Insta, quoi. Donc, des parents parfois qui, en donnant le biberon ou le sein, se regardent leur portable, en promenant leur enfant, ils mettent le bébé devant le portable et eux-mêmes ils l'ont, au lieu d'échanger avec le bébé, de lui faire découvrir la vie. Et donc, du coup, les enfants, déjà, ils bougent moins, ils sortent moins, et ils jouent moins, en fait. Et les parents parlent moins à leurs enfants.
Ça paraît bizarre, mais je vous assure que c'est vrai, il y a un vrai problème. Et puis, donc ça s'est encore aggravé avec les périodes de confinement, évidemment, où là, on était obligés, on était coincés chez soi, on pouvait pas faire autre chose que... Il y a des polls, il y a des jeux. Enfin, moi, moi, je suis de l'ancienne école aussi, hein, donc j'aime bien les réseaux sociaux, c'est pas le problème. Tout le monde aime ça. Et puis, il y a des bonnes choses sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Mais c'est vrai qu'un enfant, moi, j'estime qu'il n'a pas à avoir un portable. Quand je prenais le bus et que je vois une maman ou un papa qui donne le portable à l'enfant pour qu'il il bouge pas, quoi. Moi, ça me choque. Ça me choque parce que je me dis, il est déjà, il a 9 mois, le gamin, il est déjà avec un portable à la main et c'est vrai que c'est quelque chose qui me pose problème. Après, je sais pas comment faire. Enfin, toi, tu dois connaître le sujet, mais comment tu fais en sorte que les parents comprennent qu'il faut gérer l'enfant autrement, quoi. Ben, c'est un petit peu un questionnement quotidien, hein. C'est pas évident parce qu'on veut pas non plus être dans un discours culpabilisateur, etc. Donc bon, moi j'ai toujours fonctionné maintenant des affiches dans les salles d'attente quand j'avais mon cabinet de pédiatrie générale et là en PMI et tout, mais je sais pas toujours si les parents regardent les affiches. Donc je suis dans une association qui s'intéresse à cet aspect-là, qui s'appelle l'association Cause. On a pas Cause, ça s'écrit comment? COSE. D'accord. Et donc il y a un site qui s'appelle Surexposition Écran. Je te donnerai toutes les infos. Mais j'ai déjà pris des... Je suis allée voir ton profil quand même. D'accord. J'ai regardé tout ce que tu postes et c'est vrai que c'est intéressant, quoi. J'ai appris plein de trucs. Merci. Et donc tu vois, moi aussi je suis sur les réseaux sociaux, mais je suis une adulte, c'est pas pareil. Je pense que si nous, notre cerveau, il a été déjà, il est fabriqué, quoi. Donc un enfant, il a des connexions à faire. J'imagine que le fait d'être sur une tablette, c'est vraiment pas bon pour eux parce que c'est pas du 3D, quoi. Exactement. Voilà. Puis c'est statique, il n'y a pas d'échange en fait, et donc ça entraîne à la fois des retards de langage et de motricité globale, de motricité fine, de myopie, et donc des risques de troubles du neurodéveloppement. Ce qui ne veut pas dire que ça donne l'autisme, parce que ça aussi, ça a été ça a été un vaste débat. L'autisme n'est pas la conséquence des écrans, mais si par contre un enfant est trop exposé aux écrans trop tôt, il y a des séquelles sur son développement qui peuvent être réversibles si les parents arrêtent les écrans et puis s'ils se remettent à jouer avec les enfants. Et il y a quand même besoin dans ces cas-là de rééducation, orthophonie, psychomotricité, souvent de dossiers MDPH pour adapter la scolarité, etc., etc. Et donc en fait, l'enfant autiste, lui, il a un problème d'intérêt restreint. De base, il a plus de mal à s'ouvrir au monde. Donc c'est sûr que s'il est exposé tôt et que ça devient son intérêt restreint, ça va être difficile parce que du coup, on va encore avoir plus de mal à sortir de sa bulle, quoi. Mais donc réapprendre aux parents à jouer avec leurs enfants, ça c'est vraiment essentiel. Donc c'est ce que font les PMI en proposant des groupes de jeux. Et donc à Gennevilliers, on est bien desservi parce qu'il y a effectivement les PMI municipales qui font un gros travail là-dessus. La maison des familles qui fait un travail extraordinaire en proposant aussi des cafés parents, des discussions avec les psychologues de la ville. Et donc il y a vraiment beaucoup d'initiatives. On a 3 espaces socioculturels magnifiques, bébé gym. Bébé gym, je trouve ça génial. C'est magnifique. Et puis donc des propositions de spectacles pour bébés aussi, très tôt, hein, dès 6 mois. Moi, j'ai emmené mes enfants, un petit peu mes petits-enfants, à ce genre de spectacle, c'est magnifique. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que c'est les parents qui en ont le moins besoin qui vont le plus à ce genre d'initiative. On a du mal à envoyer les familles qui en ont le plus besoin, mais parce qu'elles ont trop de préoccupations existentielles. C'est avant tout la survie, quoi. Donc, oui, c'est ça. Donc, parce qu'en PMI, tu as plus des familles qui ont très défavorisées, beaucoup de problèmes financiers, de toute façon. Tout à fait. Il y a très peu de personnes qui viennent en PMI qui ont des moyens. Pour voir les médecins, parce que après on a aussi des puéricultrices, et avant tout, on fait beaucoup plus de puéricultrices et d'auxiliaires de puériculture que de médecins. Et donc, par exemple, dans une des PMI où je suis,
je préfère ne pas citer parce que voilà. Non, mais t'as raison. Donc la puéricultrice, elle appelle tous les nouveau-nés, tous les parents qui viennent d'avoir un bébé sur la ville. Elle leur propose tous au moins une pesée avec un certain nombre de conseils de guidance, etc. Et puis après, ceux qui ont les moyens d'avoir un médecin en ville, ils seront suivis plutôt par le médecin de ville, mais elle, de temps en temps, peut les revoir et puis proposer aussi à ces parents-là de venir à nos groupes de jeu. Voilà. Par exemple. Voilà. Que tout le monde puisse y avoir droit quand même. Oui. C'est important. Puis que ça fait un mélange. Oui, et puis alors après, des initiatives comme ça, comme dit, elles n'ont pas lieu que dans les PMI, elles ont lieu aussi ce qu'on appelle les lieux d'accueil enfants-parents, ce qu'on appelait avant les maisons vertes. C'était à l'époque Françoise Dolto qui avait impulsé ça. La première maison verte, c'était à Paris 15e. Je me rappelle, j'y étais avec mon fils. Et maintenant, il y en a partout dans toutes les villes, en fait, avec des financements par la CAF. Et donc, c'est des lieux où on peut aller gratuitement et anonymement, sans inscription, les parents d'enfants de moins de 4 ans. Et donc, où ils sont présents. Hein, et donc, il y a aussi des professionnels de la petite enfance et des psychologues pour simplement jouer, découvrir. Enfin, voilà. Et ça, c'est pas la PMI. Ça, c'est selon les villes, c'est géré différemment. À Gennevilliers, c'est géré par c'est un dispositif municipal avec financement par la CAF. D'accord. C'est très, très important. Ça, je connaissais pas du tout. Hein, donc, c'est important. Il va falloir que je fasse des images de tout ça. Hein. C'est vrai. Alors, on parle beaucoup de l'éducation bienveillante. C'est quoi exactement l'éducation bienveillante? Alors, le principe, c'est que l'enfant doit pouvoir bénéficier d'une éducation sans violence physique et psychologique. Ça, c'est même la loi. C'est une loi qui a été votée pour la première fois en Suède il y a 45 ans et en France le 10 juillet 2019. Et je fais partie d'associations. Enfin, c'est récent, quoi. Oui, c'est récent. Je fais partie d'associations qui se sont battues pour que cette loi soit votée en France, mais elle n'est pas suffisamment connue. Ceci dit, il y a quand même un progrès. C'est que il vient d'avoir des nouveaux carnets de santé. Vous savez, les carnets de santé, chaque bébé qui naît à maternité sort avec un carnet de santé. Et de temps en temps, ils sont refaits. Et donc, la nouvelle version depuis janvier 2025, c'est marqué, la loi est marquée en toutes lettres. Les enfants doivent être élevés sans violence, ni physique, ni psychologique. Donc, par exemple, les fessées sont interdites en France. Donc, c'est la loi. Et donc, l'éducation bienveillante, c'est simplement d'élever son enfant sans violence, ce qui ne veut pas dire sans cadre, mais un cadre toujours bienveillant, soutenant, et d'essayer au maximum de stimuler l'enthousiasme naturel de l'enfant qui a envie de découvrir le monde, mais qui a aussi besoin qu'on le protège. Hein, il y a des domaines où vraiment il faut être un peu directif pour le protéger, tout ce qui concerne l'alimentation, les écrans, le sommeil, la propreté, les accidents, etc. Là, il faut vraiment mettre un cadre, mais toujours sans violence, mais assez strict. Et puis le reste, un petit peu, selon lui, voir ce qu'il a envie de découvrir, et puis toujours l'encourager, en fait, l'encourager, être sur une éducation d'encouragement sociaux. Bravo, félicitations, bravo, bébé, très bisous, important. Enfin, voilà. Très important. Moi, je le vois dans mes ateliers. Que ce soit les adultes ou les enfants, il faut toujours être dans l'encouragement, dans le fait que la personne, elle est capable, pas tout de suite être. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont toujours ah ouais, non mais attends, c'est dur de faire ça et tout. Moi, je suis plutôt dans le genre essaye, tu verras bien si c'est dur. Après, c'est l'expérience qui fait qu'on acquiert des connaissances de toute façon. Tout à fait. Et une dextérité dans ce qu'on fait. Donc travailler l'estime de soi, travailler l'autonomie, l'envie de progresser, et puis voilà. Et donc du coup, il n'y a pas besoin de violence pour tout ça. Hein. Donc un cadre, voilà. Et donc après, je sais que c'est un débat qui est assez compliqué. Il y a même des psychologues qui se sont permis de revenir sur ces questions-là, alors que elles sont dans l'illégalité, il faut quand même le dire. Donc voilà, je citerai pas leur nom. Mais donc moi, ce qui m'intéresse effectivement en tant que pédiatre, c'est d'essayer de faire transmettre ce message au maximum. Et puis ça marche en fait, ça marche. Donc après, je m'intéresse aussi à ce qu'on appelle la discipline positive,
qui a été lancé au départ aux États-Unis par Madame Nelson et qui a été traduit en France. Il y a différents livres très intéressants sur le sujet, où en fait l'idée c'est que quand un enfant a un comportement inadapté, ce qui peut arriver, c'est de le lui faire remarquer et puis qu'il ait envie de corriger son erreur. Il a fait mal à son frère, il a été agressif, etc. Mais en fait, non, voilà. Et puis, il s'excuse tout simplement. Hein. Voilà, il a cassé des choses parce que il a fait une grosse colère, il a tout cassé. Bon, voilà. D'abord on l'apaise, on lui fait un câlin, même s'il a fait une colère, on le calme, etc. On essaye de voir qu'est-ce qui a déclenché la colère. Puis après, avec lui, on va essayer de ramasser ce qu'il a cassé, quoi. Voilà. Enfin bon, il y a toute une série d'outils comme ça qui sont proposés aux parents. Et donc après, chaque parent, c'est pas non plus une bible, hein, chaque parent fait comme il veut, hein, bien sûr, mais restant quand même dans le cadre de la loi qui se lie au mariage maintenant. Hein, c'est pas une loi, on va pas devant les flics chaque fois qu'il y a une fessée, non, c'est pas ça, mais c'est d'essayer d'inculquer en fait une certaine philosophie dans l'éducation de ces enfants. Et puis moi, je trouve que ça marche et que c'est très important et qu'effectivement, on est dans une société, par contre, où on est dans tout répressif et qu'on retourne en arrière. Enfin, je vais pas me lancer dans des considérations trop politiciennes, etc. Mais je suis inquiète. Je suis inquiète pour nos enfants. Bah oui, on peut pas ne pas être inquiète sur plein de sujets. C'est vrai que toi, tu es confronté à ça, donc forcément, tu le vois. Moi, c'est vrai que j'ai pas énormément d'enfants autour de moi, donc je me rends pas compte. Bon, des fois, je donne des conseils aux parents que j'ai qui viennent à l'atelier voir un peu ce que font leurs enfants, mais voilà quoi, je suis pas confrontée aux situations les pires, enfin, tu vois. Il y a aussi la MDPH que je voulais aborder parce que c'est tellement compliqué. Moi, je l'ai vu pour moi, pour ma mère, pour toutes les personnes à qui j'ai aidé parce que comme je sais comment faire les dossiers, donc j'aide les personnes, je leur explique ce qu'il faut faire. C'est très long, on est passé à des délais de pratiquement 1 an, hein, et ma mère où c'était juste pour avoir la nouvelle carte, parce qu'elle avait déjà la carte définitive à 80%, et rien que pour ça, ils ont mis pratiquement 1 an. Imagine, et donc j'imagine pour des enfants qui sont dans un état d'urgence, hein, parce que bon, j'imagine que quand des parents arrivent avec un enfant qui a des troubles autistiques ou je ne sais quelle autre maladie, tu dois avoir des trisomies, des choses comme ça, j'imagine, donc des maladies très complexes. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une possibilité de faire avancer les choses plus vite si tu es médecin ou ils s'en fichent? Non, malheureusement, ils s'en fichent. Par contre, ils veulent que j'aille travailler à la MDPH parce qu'il manque de médecins. Mais moi, je préfère m'occuper des enfants que des dossiers. Non, c'est vraiment un combat quotidien. Il y a eu 90 000 dossiers traités par le département 92, par la MDPH, pour dire que c'est vraiment énorme. Et il y en a de plus en plus, c'est exponentiel, notamment dans la filière pédiatrique. Il y a de plus en plus de troubles du neurodéveloppement. Alors, est-ce que c'est en lien avec les écrans? Est-ce qu'il y a autre chose? Il y a probablement aussi des perturbateurs endocriniens, etc. En tout cas, il y a une explosion d'enfants qui ont des troubles du neurodéveloppement et pour lesquels tout est très, 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 très compliqué. Et ce que je déplore, c'est que en PMI, on s'occupe surtout des 0-2 ans. Et en fait, normalement, on fait plus rien après. Sauf qu'il y a le bilan de 4 ans qui est fait donc par les PMI dans les écoles en moyenne section. Donc dans le temps, c'était un médecin de PMI qui allait sur place et les parents étaient présents donc avec l'enfant et le carnet de santé. Maintenant, c'est juste, enfin dans la plupart des cas, une puéricultrice, une auxiliaire de puériculture qui voit l'enfant sans le carnet de santé et sans les parents, donc c'est déjà pas la même chose. Mais enfin bon, ils arrivent quand même à repérer pas mal de choses et après ils repartent avec un petit papier qu'on donne aux parents, allez voir votre médecin traitant. Et ça, c'est à 4 ans. Et entre 2 ans et 4 ans, il y a rien. Et donc je tombe sur des situations catastrophiques là. Je suis vraiment pourquoi ce trou entre 2 et 4 ans? Mais parce que d'une manière générale, on a voulu saboter les PMI. On trouvait qu'il y avait plus besoin de s'occuper de la prévention des enfants.
Les médecins de ville, eux, ils voient les enfants quand ils sont malades, mais c'est ce que je vous disais, c'est très difficile quand on est médecin de ville de faire à la fois la prévention et la maladie. Donc, si on voit un enfant malade, on le soigne, on va pas forcément prendre le temps d'essayer de le faire parler, de demander comment ça se passe à l'école, etc. Bon, moi, c'est ce que je faisais, mais c'est pour ça que je donnais des rendez-vous toutes les demi-heures, hein, pas toutes les quarts d'heure. Hein. Ouais, parce que sinon, ah non, 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 t'as non, pas le temps toutes les demi-heures. Et puis, financièrement, ça n'était pas toujours facile. Et malgré ça, j'avais mon travail de colis dominical tous les dimanches. Hein, enfin, voilà. Du coup, non mais je comprends que la lourdeur administrative. Ben oui, puis le fait, voilà, quand il faut à la fois soigner et dépister, ça va pas. Il faut des temps dédiés à la prévention et donc avec les parents. Et donc voilà, donc je me retrouve devant des enfants de 4 ans, souvent 4 ans et demi, qui sont dans une section qui ne parlent pas, qui sont en grande souffrance à l'école, eux-mêmes sont en souffrance, mais aussi toute leur classe et leurs enseignants, parce que ça devient ingérable, hein, franchement, chapeau bas à tous les enseignants, hein, parce que il y a de plus en plus d'enfants en situation de handicap et c'est de plus en plus lourd à gérer. Et donc, après, il y a toujours la problématique que les parents acceptent, de reconnaître qu'il y a un problème et qu'il y a besoin de faire quelque chose. Alors ça aussi, c'est très compliqué. Oui, il faut aussi que les parents acceptent de... Voilà. Ce qui n'est pas évident, parce que moi, j'ai eu la même situation quand j'étais enfant et que je suis tombée malade. C'est vrai que c'est dur à la maman d'accepter que son enfant soit pas comme les autres. C'est pas évident. Ouais. Donc c'est pas du tout évident. C'est une période difficile. C'est plus facile quand on est déjà le médecin traitant de l'enfant. Donc moi, des enfants que j'ai suivis dans mon cabinet et finalement où moi-même aux parents, j'ai dit, écoutez, à 2 ans, j'ai pas attendu 3 ans, 4 ans. Hein, moi, j'ai dépisté à 2 ans. Hein. Parfois certains parents ont été réactifs, d'autres pas. Bon, on a pris le temps qu'il fallait. C'était plus facile, mais là, on nous envoie des enfants qu'on n'a jamais vus, et c'est très 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 compliqué, vraiment. Et donc, effectivement, je veux alerter là-dessus. Donc, voilà, il y a l'acceptation du parent, il y a la mise en place de soins. Hein, donc, orthophonistes, on trouve plus d'orthophonistes. Ces enfants, ils ont besoin d'orthophonie, ils ont besoin de psychomotricité. Et ça, le problème, c'est que la psychomotricité, c'est pas remboursé. Donc, pour arriver à des aides financières, il y a des dispositifs, PCO, etc. Et bien sûr, dossier MDPH, mais c'est très compliqué. Et donc, il y a besoin aussi d'aménagement à l'école. Ils ont besoin d'une aide humaine. Il y a besoin d'une personne en plus de la maîtresse. Comment on appelle ça? Les AESH, ce qu'on appelait avant les AVS, qui maintenant s'appelle des AESH, qu'on a du mal à recruter parce que c'est une profession qui est très mal payée. Et souvent, ils sont peu formés et avec des statuts très précaires. Et donc, il y a de plus en plus d'enfants qui ont besoin d'AESH. Et donc, d'une part, l'éducation nationale met du temps à trouver les moyens pour chercher à recruter, mais en plus, même quand ils cherchent à recruter, ils trouvent pas avec un absentéisme, parce que c'est des professionnels du coup qui sont souvent avec des problématiques de santé. C'est pas évident de s'occuper d'enfants en situation de handicap. Enfin voilà, tout est absolument explosif. Et donc pour que ces enfants puissent s'épanouir, ils ont besoin avant tout déjà qu'on les dépiste très tôt, et c'est possible ça. Et puis que les parents effectivement acceptent qu'il y a besoin de choses un petit peu particulières et qu'on puisse leur proposer. Donc moi je vois vraiment 2 cas de figure. Quand il s'agit d'un enfant dont un parent est lucide, il n'est pas dans le déni, il a accepté de faire des choses, qu'il a des moyens, on met en place le maximum de choses, pas suffisamment, souvent c'est long, mais quand même l'enfant progresse. Moi, par exemple, je travaille dans un CESA d'autisme depuis janvier 2016, donc CESA, c'est un service de soins à domicile, donc qui se déplace, qui va à domicile un petit peu, mais surtout dans les écoles, les crèches, les lieux de vie des enfants, et donc des enfants qui sont scolarisés, et on va de 18 mois à 25 ans, donc en fait, c'est avant tout une prise en charge éducative, supervisée par psychologue, et donc avec aussi psychomotricité gratuite et au lieu de vie de l'enfant. Et on voit des progrès extraordinaires, vraiment extraordinaires. Et donc c'est ce que j'essaye de dire aux parents quand je dépiste un enfant qui a un autisme, c'est que ce qui est important, c'est qu'ils se ressaisissent et puis qu'ils soient dans la bataille, quoi. Parce que le parent est le premier éducateur de son enfant. Et souvent, il y a des parents aussi qui sont obligés d'arrêter de travailler
Et ça, c'est difficile parce qu'il n'y a pas d'aide aux parents qui décident de s'occuper. Alors, il y en a un petit peu, mais très, très insuffisante, et toujours longue à mettre en route. Et donc, souvent, c'est des mamans qui se retrouvent solo aussi, des papas qui partent dans ces cas-là. Et donc, ça j'ai remarqué dans beaucoup d'associations, c'est les mamans qui sont là. Ouais. C'est un peu triste, hein, quand même, ce constat, parce que je trouve que ça n'a pas évolué depuis, quand j'allais au début dans les associations il y a 30 ans, c'était pareil, il y avait c'était souvent les mamans qui étaient là et les papas, et souvent les mamans étaient solo aussi, hein, parce que les papas étaient partis. Je trouve ça vraiment lamentable, je trouve ça d'une rudesse. Ouais, c'est terrible. Parce que de pas accepter que son enfant soit différent, que ce soit physique ou mental, hein, je trouve que c'est pas humain, quoi. Enfin, quand on décide d'être parent, il faut s'attendre à tout, hein. C'est vrai. Et ça, je trouve ça vraiment. C'est vrai que moi, c'est plutôt ma maman qui s'occupait de moi quand j'étais petite. Donc, mon père était là, mais il était pas là, quoi. C'est dur pour les mamans, je trouve. C'est dur, c'est très dur. Et donc, c'est pour ça que je veux redonner la parole. Je veux pas dire que tous les papas sont comme ça, hein, quand même. Hein. Il y en a peut-être quelques-uns quand même de très bien. Je veux redonner la parole à ces associations de mamans. Donc, il y en a une historiquement dans le secteur qui est là depuis des années, qui s'appelle Cœur de Lyon, qui est à Villeneuve-la-Garenne. Ils font un travail extraordinaire. La présidente fondatrice, elle s'appelle Annabelle. Elle est elle-même donc mère de 4 enfants, dont un enfant autiste sévère et un enfant TDAH, et donc elle a fondé cette association pour essayer d'aider les autres mamans, et puis donc elle a mis en place plein de choses, suivez-les sur les réseaux sociaux, et donc plus récemment, c'est ce que je te disais, l'association Maman au cœur bleu de Gennevilliers, et donc qui peuvent aider déjà à ce que les parents puissent parler un petit peu de ce qu'ils éprouvent quand il y a la période d'annonce de diagnostic, et puis après à toutes les démarches, les prises en charge nécessaires, etc. Donc après pour l'autisme, c'est facile parce qu'il y a la maison de l'autisme, donc qui est à Aubervilliers, qui a fait suite au CRAIF, le centre de référence autisme Île-de-France, qui était donc à Paris 12e, et qui est un magnifique lieu de renseignement. Donc à la fois déjà virtuel, ils ont un site où on peut avoir accès à tout, à des formations pour les parents d'enfants autistes qui aimeraient se former, parce que c'est pas pareil d'être un parent d'enfant autiste que d'être déjà c'est compliqué d'être un parent d'enfant en général, mais encore en plus s'il a des particularités et que le parent doit devenir l'éducateur de son propre enfant, ça devient vraiment très compliqué. Donc ils ont accès à ces formations-là gratuitement, et puis donc il y a une magnifique bibliothèque, toi qui as beaucoup travaillé dans la littérature et tout, où tout est gratuit, à la fois des livres et des jeux. Et donc vous pouvez aller sur le site de la maison de l'autisme ou sur les réseaux sociaux. Ils font régulièrement des initiatives publiques, etc. Et donc c'est formidable, quoi. Mais c'est pas un lieu de suivi, hein, c'est un lieu d'information. Oui, d'information, de ressources. C'est important. Voilà. C'est très important. C'est très important. Bon, sur la santé, il y a le problème aussi des fermetures des hôpitaux. De la vétusté de certains hôpitaux. On parlait de Beaujon et Bichat qui devaient fusionner en un seul hôpital, et depuis tout ce temps, il n'a toujours pas été construit, cet hôpital. Est-ce qu'il est en chantier? Est-ce qu'il est en chantier? Je ne sais même pas. Oui, je me permets quand même de te reprendre sur ce sujet-là, parce que le nouvel hôpital qui doit être construit à Saint-Ouen, il devait effectivement remplacer Bichat et Beaujon, mais en supprimant 600 lits et plein de professionnels. Et avec une seule maternité au lieu de 2, enfin voilà, donc c'était pas non plus du coup la solution. Donc en fait on se bat, y compris moi, enfin en termes, au moins dans la tête, pour la non fermeture de Bichat et de Beaujon. Donc en fait toi le principe c'est que tu veux pas que ça ferme parce que de toute façon le nouvel hôpital il aura pas une infrastructure suffisante. Alors l'idéal ça serait les 3, il y aurait suffisamment de travail à faire pour les 3, mais ça je doute un petit peu que ça passe. Donc après, ça dépend pas de moi, tout ça. Oui, il pourrait rajouter cet hôpital en plus de ceux qui existent déjà. Voilà. Donc, en tout cas, je soutiens la mobilisation des professionnels qui sont pour ne pas fermer, et puis par contre pour les rénover les locaux régulièrement, et puis pour essayer de recruter des professionnels. Mais c'est vrai que c'est difficile. On a des métiers qui sont difficiles, et par exemple les infirmières, il y en a beaucoup qui démissionnent rapidement après avoir eu leur diplôme. Hein. C'est terrible. Hein. De manière générale, sinon on leur donne pas l'envie de continuer parce que c'est tellement dur, c'est tellement. C'est ça. Quand j'étais petite, moi je me rappelle, il y avait beaucoup d'infirmières. Moi j'étais hospitalisée à Lumorier, tu sais, au service pédiatrie, j'étais suivie par le docteur
Catherine Olivier, donc qui est devenue professeure après, puis qui a dirigé le service par la suite. Moi, elle m'a gardée jusqu'à 21 ans, hein, quand même. D'accord. Moi, j'étais encore en pédiatrie à 21 ans. Et je voulais pas aller chez les adultes. Ouais, c'est pas facile, donc, le passage. Moi, bon, après, j'avais Vince Neu, connu, tout à fait, Vince Neu, qui était extraordinaire. Moi, c'est un homme que j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je trouve que le service, à l'époque, de pédiatrie, il y avait tout dedans. Il y avait une école, il y avait une salle de jeu. Enfin, il y avait quand même pas mal de choses. Je sais pas ce que tu penses du service pédiatrie. Enfin, autrefois, maintenant, je sais pas comment c'est à l'Humourier. Mais en tout cas, moi, j'ai été bien prise en charge. Il y avait beaucoup de personnel à l'époque. Et franchement, quand j'ai vu l'état de l'hôpital, quand mon père a dû, bon lui, c'est pas la pédiatrie, hein, mais quand il était à l'Humourier, c'était une catastrophe. Déjà, il y avait des ailes qui étaient totalement fermées, alors qu'avant, il y avait 4 ailes à peu près par étage. En service interne, en médecine, c'était 4 ailes. Et là, il y en avait plus que 2. Et ils enferment aussi les personnes âgées, parce qu'ils ferment les portes et pour pas qu'il y ait des personnes qui se sauvent, parce qu'il y a des gens Alzheimer, tout ça. Sauf que tous les autres patients, ils sont impactés dedans, donc tu peux pas sortir si ta famille vient pas te voir. Et moi, j'ai trouvé ça super dur. Hein. Je parle de ça, c'est 2022, hein, donc c'est récent. Donc voilà, donc moi, ce que je trouve pathétique aussi, c'est que non seulement il y a un manque de personnel, mais aussi on ferme des lits, enfin on enlève des lits, on enlève. Alors on ferme des lits parce qu'on n'arrive pas à recruter, on en profite quelque part. Oui, voilà, c'est ça. En disant toujours pareil que moins il y aura de lits, moins il y aura de frais. Il faut faire des économies de bout de chandelle comme ça. Alors que s'ils payaient correctement les infirmières, les aides-soignants, tout ça, il y aurait du monde qui viendrait travailler, quoi. Le problème, c'est qu'on a sucré tellement de subventions aux hôpitaux et c'est devenu un peu un commerce, hein, l'hôpital. On a l'impression que c'est une entreprise. Tout à fait. Alors que ça devrait pas être une entreprise. Donc, il y a tous ces aspects-là et le fait aussi que quand après on travaille dans des mauvaises conditions, on se rend compte qu'on devient maltraitant. Et c'est ça souvent qui fait partir, en fait. Quand on dit j'ai plus les conditions d'exercer mon métier avec humanité, je préfère partir. C'est terrible, hein. Et c'est comme ça dans la protection de l'enfance aussi. Tous les métiers du care, prendre soin d'eux. Les écrans, parce que j'avais vu sur ton profil que la pédiatre Sylvie Dieu-Ossica avait sorti un livre, donc je pense qu'on va mettre la petite petit visuel. C'est une des cofondatrices de l'association Cause. D'accord. Et donc elle fait une consultation pour les enfants surexposés aux écrans à l'hôpital Jean Verdier de Bondy. Et sinon, elle a un cabinet de pédiatrie générale dans le 93. Et donc, elle fait un travail extraordinaire, ainsi que son mari, et donc plein d'autres professionnels. L'association Cause, c'est pas que pour des soignants, hein, il y a aussi des enseignants, des psychologues, des éducateurs, etc. Oui, je vous recommande. J'ai encore pas lu son livre, mais je suis en lien avec elle. J'étais à une réunion Zoom, pas plus tard qu'il y a une semaine, à l'occasion du lancement de ce livre. Donc ce livre s'appelle L'enfant écran, comment échapper à la pandémie numérique, édition Grasset. Ouais, tu t'étais aussi engagée dans les dernières municipales, et puis finalement t'es pas resté longtemps parce que c'était trop de travail, j'imagine. Exactement. Tu pouvais pas tout gérer. Hein. Trop de charge mentale. J'ai fait 6 mois. 6 mois, c'est trop. Disons que mon mandat m'intéressait bien. J'étais en charge du droit des femmes et des discriminations, donc c'est un sujet passionnant, mais compliqué. Et puis en fait, quand on est élu, il faut pas seulement s'occuper de son mandat, mais de tout. Il y a les réunions publiques, etc. Enfin bon, et donc vraiment je m'en sortais pas. Donc voilà, je me suis dit il valait mieux que je parte plutôt que de faire les choses à moitié. Mais je m'investis quand même à ma manière et puis j'impulse. Oui, voilà. J'essaye d'impulser des choses quand je repère des problématiques. Donc je suis en lien avec tous les élus, les élus qui s'occupent de manière générale, ou bien de la santé, ou bien des femmes, ou bien des enfants, l'éducation au sens large, que ce soit pour les parents ou l'éducation nationale, le handicap. Voilà, c'est ça mes sujets d'investissement et de connaissances. Et donc j'essaye d'impulser des petits messages. Pas seulement au niveau municipal, mais aussi au niveau départemental ou avec notre député, bien sûr. Ouais, concernant les aspects politiques, je ne vais pas m'engager là-dedans maintenant, enfin ici, mais par contre, je vais revenir quand même sur 2 chiffres. Dans chaque classe, il y a 2 enfants par classe qui subissent des violences sexuelles.
2 enfants par classe, c'est énorme. Et quand même, le lieu le plus fréquent de violence sexuelle, c'est à domicile, hein, souvent par le père ou l'oncle, etc., le cousin, le grand frère, enfin, et qu'on n'arrive pas à les écouter, et qu'à un moment ou à un autre, ils parlent, mais qu'on ne les écoute pas. Donc l'affaire Skwarneck, par exemple, la plupart des enfants pour lesquels maintenant le procès sort, ils avaient parlé à un moment ou à un autre, mais on les a pas écoutés, et c'est un médecin chirurgien qui a continué à exercer en faisant ses horaires à longueur de journée. C'est incroyable, mais parce qu'on n'a pas écouté les enfants. Donc déjà, faut écouter les enfants et les protéger, et puis après, évidemment, mettre les criminels en prison et les soigner, etc. Bon, mais donc voilà, je voulais revenir sur ce chiffre-là. Et puis sinon, il y a un enfant tous les 5 jours qui meurt en France sous le coup de ses parents. Donc là aussi, c'est pas les politiques, c'est les parents. Et on n'en parle pas trop peu. Hein. Donc moi, je suis les décomptes d'infanticide, les décomptes de féminicide, et vraiment, c'est l'horreur. Hein. Et c'est pour ça que vraiment, moi, j'aimerais axer sur la prévention. On peut faire tellement de choses avec la prévention. Moi, je suis d'accord avec toi sur la prévention. C'est la prévention, c'est primordial, même pour la santé, tout simplement. Tout à fait. Que ce soit de faire du sport pour améliorer sa santé. Je vois que maintenant il y a un dispositif, c'est Sport Santé. J'étais même pas au courant que ça existait. Moi, je suis rentrée dedans depuis septembre. Super. Et je trouve que moi, personne m'a informé de ce truc-là. C'est quand j'ai rencontré l'infirmière Azalée qui m'en a parlé. Et je pense que la prévention, c'est hyper important pour ça, parce que ça permet à des gens de pas se retrouver ne serait-ce que pour la santé en surpoids, faire un peu de sport, mais un sport qui est adapté à l'handicap ou à la morphologie qu'on a. Ouais, je comprends pas pourquoi l'État met pas plus d'argent dans la prévention. Parce que ça éviterait beaucoup de pathologies sous-jacentes d'émerger, en fait, tout simplement. Exactement. Alors, on va repartir sur Éveil et Sens. D'accord. On fait un petit topo sur cette association. Ok, donc c'est une association qui a vu le jour en 2013. C'est pas moi qui l'avais fondée, c'était un collectif de 2 mamans pour vraiment soutenir justement la parentalité positive, la pédagogie Montessori. Ils avaient envie d'ouvrir une école Montessori à Gennevilliers qui finalement n'a pas vu le jour. Alors Montessori, c'est quoi exactement? Alors Montessori, c'est un mode de pédagogie donc par rapport aux enfants où déjà dans la vie quotidienne, on fait participer les enfants très tôt, tout simplement à transvaser, les petits gestes de la vie quotidienne, etc. Que ça développe énormément la motricité fine, et puis donc la gestion des émotions et tout. Et donc il y a des écoles Montessori, mais qui sont malheureusement privées et payantes. Et donc c'est pour ça qu'à Gennevilliers, le maire à l'époque n'avait pas voulu s'engager là-dedans. C'est une façon différente d'enseigner, de vivre au quotidien avec son enfant et d'enseigner. Donc l'association avait failli fermer en 2015, et à ce moment-là, finalement, j'avais été élue présidente. Donc Éveil et Sens, grandir ensemble, c'est de soutenir justement la parentalité des enfants à la fois neurotypiques et en situation de handicap. Il y avait aussi un petit peu un volet sur l'autisme au départ. Et donc, pareil, d'essayer d'éviter la violence et de se mobiliser à l'époque pour que la loi contre les violences éducatives, qu'on a appelé la loi anti-fessée, soit votée. Et donc la loi anti-fessée, c'est ce que je disais, la loi qui dit on est obligé d'élever un enfant sans violence physique et psychologique. Donc l'association organise un certain nombre d'initiatives, des ciné-rencontres, des conférences, une fois par an un festival, Grandir ensemble. Donc voilà. Après, moi, je suis plus présidente maintenant, je suis ça d'un petit peu plus loin. J'ai quand même impulsé une initiative dont j'en profite pour faire la publicité. Donc une ciné-rencontre qui aura lieu donc à Jean Vigo le 13 juin. Vous pouvez déjà noter, c'est facile à retenir. D'ailleurs, Jean Vigo fait peau neuve. Ouais, voilà, c'est notre cinéma quartier à Réessay, c'est comme ça. Voilà. On est bien tranquille dans la salle. Moi, j'y vais pas trop quand il y a des événements, parce que tu sais que j'ai des problèmes pulmonaires, et j'évite un maximum les lieux clos.
D'accord. Donc souvent, je ne vais pas du tout aux événements. Et ça m'embête. Mais bon, là, en ce moment, on est en pleine période de grippe. Ça va mieux, là. Ouais, ça va mieux. Personne n'en parle. Ouais. Là, ça va mieux parce qu'il y a eu un moment, les plans blancs dans les hôpitaux, hein, c'était compliqué. Non, lorsqu'il y a des périodes un peu à risque, donc, là, ça va. C'est le printemps qui arrive. Ouais. Quand c'est au mois de juin, ça va. Oui, c'est au mois de juin. Donc, j'espère que tu seras là. Donc, c'est autour d'un film sur l'autisme, en fait, qui s'appelle En Tongs au pied de l'Himalaya. Un film qui est... En tongs au pied de l'Himalaya. Donc, dans la neige, quoi, je veux dire. Enfin, c'est une expression, non? Enfin, ce qui raconte l'histoire d'une maman solo, enfin, qui vient de se séparer du père de son enfant, et donc il y a un enfant autiste d'âge, je sais pas, je crois qu'il a 6 ans, l'enfant. Et donc on décrit à la fois les difficultés de l'enfant, mais qui est verbal, qui est intelligent, mais qui a du mal à rentrer dans le cadre, qui a des comportements inadaptés, qui est la classe en bazar, etc. Et puis la mère qui a du mal à gérer à la fois cet enfant-là et puis ses propres problématiques. Et c'est elle qui utilise l'expression, c'est comme si je devais monter l'Himalaya en tant que, elle a l'impression de devoir gravir une montagne alors qu'elle n'a pas les outils nécessaires. En fait. Oui, voilà. Et donc en fait, on fait cette projection justement avec les associations Maman au cœur bleu et Cœur de Lyon. Et puis donc moi, en tant que médecin spécialisé dans l'autisme, qui pourront intervenir s'il y a des questions après. Au mois de juin, ce qui est bien, c'est que le cinéma Jean Vigo sera totalement accessible handicap. Exactement. Donc ça, c'est pas mal. Il y aura les toilettes accessibles, il y aura tout ce qu'il faut pour y aller. Et ça, c'est cool. Donc voilà, l'association Éveil Essence organise assez régulièrement des ciné-rencontres et puis donc fait un festival par an qui a toujours lieu fin novembre à l'espace Grésillon. Ça, c'est l'Éveil Essence. Oui, parce que au départ ta question c'était Éveil Essence. Ça. Donc je reviens là-dessus. Et donc c'est les temps forts en fait. Et donc autour de ça, il y a des petites initiatives, voilà. Toujours pareil, soutenir le développement de l'enfant, soutenir la parentalité, l'enfant dans sa ville, dans son école, dans son domicile. Ok. Qu'est-ce que tu as envie d'ajouter, ce que tu as envie de dire pour que y ait plus de bienveillance, qu'il y ait plus de... Enfin, je sais pas. Qu'est-ce que tu as envie de rajouter La dernière question est ouverte, en fait. D'accord. Avant tout, je veux te remercier pour ton invitation. Merci à toi, parce que tu es le premier médecin que j'interviewe. Je n'ai jamais interviewé de médecin. Donc, quand tu m'as dit hier que tu étais en trac, moi, j'étais là en train d'essayer de trouver les questions, comment j'allais aborder. Et moi aussi, c'est jamais facile de faire une interview. Et je pense que là, tu as donné quand même pas mal d'infos sur plein de choses, sur toutes ces associations, tout ton parcours. Voilà quoi. Je vais te laisser parler quand même parce que là, je suis en train de parler. Moi, j'ai juste envie de te dire merci pour ton invitation. Bravo pour ton propre parcours, parce que du coup, effectivement, c'est grâce à Éveil Essence que il y a Amina que j'ai fait ta connaissance et d'une manière générale, j'essaye, enfin, même si je te vois pas souvent, mais enfin, quand même de t'encourager d'une manière ou d'une autre pour tout ce que tu fais, tout ton travail à la fois artistique, littéraire, et puis tout ça en te battant contre, enfin, avec ta maladie, c'est pas contre, mais avec. Voilà, on a abordé tout à l'heure la problématique des recrutements avec le statut reconnaissance handicapé. Tout ça, c'est mon quotidien aussi, ça, on va jusqu'à 25 ans, donc je travaille aussi ces aspects-là. Donc voilà, je dirais juste merci et bravo, quoi. Merci à toi, Isabelle. Je suis très contente de t'avoir reçue et je te souhaite encore un parcours long et plein de santé, surtout pour toi. Merci beaucoup. T'en as besoin pour pouvoir continuer à faire tout ce que tu fais. La santé primordiale. Voilà les héros, cette interview avec le docteur Isabelle Titi est terminée. J'espère que ça vous a plu. J'espère que tu t'es senti à l'aise. Oui, merci encore. Bon, voilà, il n'y a plus qu'à les pouces en l'air, vous abonner, partager, très, très important pour la chaîne. Propagez-la, faites-la vivre, c'est à vous. Bisous, à bientôt. Au revoir, à bientôt.